Une ville partagée entre deux pays, des frontières partout sur le sol, du trafic de vaches et de feux d'artifice, de la moutarde, un chanteur et un cadavre. Bienvenue à Baarle, en Belgique. Non, aux Pays-Bas. Enfin bref, on ne sait plus. Et ici, c'est vraiment la géosarbie. Trafic au village. 18 février 2008, dans la ville de Baarle, les policiers belges et néerlandais s'apprêtent à entrer dans cette maison. Ici habite en effet une Biélorusse, dont on est sans nouvelles depuis 10 mois. Les policiers pénètrent dans la maison, entrent dans la chambre d'enfant et découvrent, dans un coffre, un cadavre. Celui de la disparue. Comme dans toute bonne série criminelle, légistes et policiers scientifiques s'apprêtent donc à entrer en scène. Mais c'est en fait un géomètre qui arrive. Pourquoi ? Eh bien parce que la maison est à cheval sur la frontière néerlando-belge. Et qu'avant de commencer l'enquête, il faut déterminer précisément la limite entre les deux pays, pour savoir quelle justice sera chargée du dossier et de quel côté doivent enquêter chacune des deux polices. Le géomètre prend donc des mesures et rend son verdict. Le corps est aux Pays-Bas. On matérialise alors la frontière avec du scotch et les enquêteurs peuvent enfin travailler. Nous sommes donc à Baarle. Et ici, les histoires de frontières, on connaît depuis longtemps. En effet, cette petite ville d'Europe du Nord, d'à peine 10 000 habitants, est partagée entre la Belgique et les Pays-Bas de manière un peu compliquée. Baarle, c'est une ville, mais ce sont en réalité deux municipalités. Il y a d'abord la municipalité belge de Baarle-Hertog, composée de 4 morceaux en Belgique, et de 22 enclaves au milieu de la partie principale de la partie néerlandaise de Baarle. Et il y a aussi Baarle-Nassau, néerlandaise donc, composée de la partie principale dont on vient de parler à l'instant, ainsi que de 7 enclaves dans les enclaves belges, et d'une enclave dans un des 4 morceaux de Baarle-Hertog en Belgique. Vous n'avez rien compris ? C'est normal, le mieux c'est de regarder la carte. C'est beau, non ? Baarle a donc 2 bourgmestres, 2 polices, 2 réseaux électriques, 2 postes et 2 systèmes de numérotation des bâtiments. Au sol, les frontières passent partout, sur les trottoirs, dans les restaurants, dans les magasins et donc aussi dans les maisons. Cette maison, par exemple, a sa porte à cheval sur la frontière et a donc 2 adresses, une dans chaque pays. Même chose pour la maison de notre crime. La légende raconte d'ailleurs que les policiers néerlandais, pour éviter les longues démarches obligatoires auprès des autorités belges, entraient dans la maison par une fenêtre côté Pays-Bas pour aller y enquêter. Malin, ces Néerlandais. Mais alors, pourquoi le découpage de Baarle est-il si compliqué ? Pour le comprendre, un petit cours d'histoire s'impose. Tout commence en 1198. À cette époque, la région est contrôlée par des comtes, ducs et autres barons qui guerroient gentiment les uns contre les autres. C'est alors que le duc de Brabant, Henri Ier, c'est lui, veut récompenser le seigneur de Bréda qui l'a aidé dans sa guerre contre le comte de Hollande. Il lui offre alors le village de Baarle. Mais Henri est lui aussi un malin. Il choisit de conserver son autorité sur certains des habitants du village. Baarle est alors coupé en 2. La partie d'Henri devient Baarle-Hertog. Hertog veut en effet dire duc en flamand. Et l'autre partie prendra le nom de Baarle-Nassau, lorsque le comte de Nassau en prend le contrôle plus tard en 1404. Et évidemment, sur le terrain, le partage n'est pas très rationnel. Mais l'histoire avance. Au XVIe siècle, Baarle fait partie des Pays-Bas espagnols. Et suite aux révoltes protestantes, en 1648, le pays est coupé en 2, Provinces-Unies au nord et ce qui reste des Pays-Bas espagnols au sud. Et comme Baarle-Nassau appartient à la famille de Guillaume d'Orange-Nassau, qui n'est autre que l'instigateur de la révolte, eh bien, logiquement, Baarle-Nassau rejoint les Provinces-Unies. Baarle-Hertog se retrouve alors enclavé. De simples partages entre domaines voisins, la séparation de Baarle est devenue une frontière. Les allégeances ont laissé place au territoire. Cette frontière disparaît en 1810, quand Napoléon intègre la région à la France. Elle n'existe pas non plus lors de la création du Royaume des Pays-Bas en 1815. Mais elle réapparaît en 1839, lorsque la Belgique devient indépendante et emporte avec elle Baarle-Hertog. Malheureusement, les deux pays, qui ne sont pas vraiment amis, ne se mettent pas immédiatement d'accord sur les limites précises du partage du village. Et il faut en fait attendre les années 1950 et un fatal accident de la route, dont on ne sait dans quel pays il a eu lieu précisément,
pour que Belges et Néerlandais se décident enfin à discuter du découpage exact de Barle. Le 20 juin 1959, c'est d'abord la Cour internationale de justice qui attribue 14,92 hectares litigieux à la Belgique. Et bien plus tard, le 31 octobre 1995, un accord fixant les délimitations exactes des deux parties de la ville est finalement signé. Presque 8 siècles après Henri Ier, ironie de l'histoire, l'année même où l'Europe ouvre ses frontières, le partage de Barle est enfin connu avec précision. Alors bien sûr, avec un tel partage, Barle a longtemps été le paradis des trafiquants en tout genre. Laine, sel, tabac, bétail, beurre, gin, tracteurs, tout ou presque s'est échangé sous le manteau à Barle. Et s'échanger du bétail ou des tracteurs sous le manteau, c'est pas facile. Et aujourd'hui, ce sont les vendeurs belges de pétards qui font fortune toute l'année. Car les Néerlandais, chez qui les feux d'artifice sont interdits depuis 2020, viennent de toute la région pour en acheter à Barle-Hertog. Et outre le fait que l'essence et les cigarettes sont moins chères en Belgique, il y a de vrais avantages à s'installer à Barle, surtout si c'est dans une maison à cheval sur la frontière. Il suffit en effet de déplacer sa porte pour changer de résidence fiscale. Barle compte ainsi autant de commerces qu'une ville 6 fois plus grande. Des commerces et des banques, comme la Fémis Bank, qui en 1971 s'installe ici. Oui, c'est bien la maison où on a retrouvé un cadavre en 2008. Et d'ailleurs, vous vous demandez comment c'est fini cette histoire, mais patience, on y arrive. Avec son double comptoir, ses coffres cachés et ses passages secrets, la banque est très vite suspectée de pratiquer l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent de la drogue. Sous la pression des enquêtes, la banque ferme finalement ses portes en 1992. Et il paraîtrait que son fondateur serait parti avec l'argent contenu dans les coffres. Pour la petite histoire, la maison est rachetée plus tard par un certain Piet Reulen, qui n'est autre que le producteur d'un chanteur belge, star des deux côtés de la frontière, Helmut Lotti. Piet Reulen installe donc ses bureaux ici, pratique pour organiser les tournées de son poulain. Mais alors, le découpage de Barle ne servirait-il qu'à profiter aux trafiquants ou aux hommes d'affaires avisés ? Eh bien non, car il y a eu la Première Guerre mondiale. Dès le début du conflit, les Allemands envahissent en effet la Belgique. Mais pas Barle-Hertog, de peur de violer au passage le territoire des Pays-Bas, resté neutre dans le conflit. Barle-Hertog devient alors un lieu de résistance. Les Belges réussissent même à y installer une station radio espion. Les Allemands imaginent évidemment la pilonner au canon, mais renoncent par peur de toucher les Pays-Bas. Les Néerlandais, de leur côté, pour ne pas énerver les Allemands, installent une clôture autour de Barle et interdisent tout ce qui pourrait alimenter le groupe électrogène de la station. Essence, huile et même moutarde sont confisqués. Ben oui, il y a de l'huile dans la moutarde. Mais les Belges, eux aussi, sont des malins. Ils avaient stocké suffisamment de carburant. Les réserves restantes ont même été revendues aux villageois après la guerre. N'oublions pas qu'à Barle, on a avant tout le sens des affaires. Mais aujourd'hui, toutes ces querelles sont loin. Et la contrebande fait partie du folklore local, comme le rappelle cette statue installée dans le village en 1996. L'heure est désormais à la coopération. Les policiers sont dans les mêmes locaux, l'office du tourisme est partagé, et les deux casernes de pompiers ont fusionné. Il existe même depuis 1998 que je n'arrive pas à prononcer, bref, un organe de décision commun où les élus des deux mairies traitent ensemble de questions comme l'assainissement, la réfection des routes ou l'éclairage public. Et c'est peut-être ce que nous raconte Barle. Malgré les complications, malgré les différences, malgré les querelles passées, il est toujours possible de s'entendre. Dans les années 90, un projet a d'ailleurs été évoqué. Faire de Barle le premier territoire européen. Oui, ni belge, ni néerlandais, européen. Malheureusement, le projet n'a pas abouti. Dommage, il aurait peut-être permis la réunification du village. Et au fait, j'allais oublier. Et ce meurtre alors ? Dans les années 2000, après avoir déménagé ses bureaux, Piet Reulen loue la fameuse maison au mari de notre pauvre Biélorusse. Ce dernier, gérant d'un club libertin, est en fait un escroc notoire. Erreur de casting. Et comme il racontait partout que sa femme était partie en voyage, il devient très vite le suspect numéro 1. L'enquête démontrera d'ailleurs que c'est lui qui a construit le coffre contenant le cadavre. Et malgré ses dénégations, il est condamné en 2016 à 12 années de prison. Depuis, Piet Reulen, sûrement ennuyé d'avoir été mêlé malgré lui à une affaire aussi sordide, a revendu la maison. Elle abrite aujourd'hui un business center.
À Barle, on a décidément le sens des affaires.